Du coup, je vais laisser la parole à Audrey qui va nous expliquer en fait que les territoires sont multiples. Et je crois que ce qui est très important pour toi, c'est que tu dis qu'il y a des solutions qui existent partout, un peu à des niveaux différents. Elles sont cachées, visibles, et en fait, quelqu'un qui vit quelque part peut être complètement perdu à 1 ou 2 heures de chez lui, simplement parce qu'il n'y a pas encore assez de discussion. On va dire ça. Bonjour à tous. Donc oui, je me suis rendu compte, j'ai fait ce constat, notamment de par les expériences que pouvait vivre mon petit frère qui est en fauteuil roulant. Et en fait, on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait vraiment un manque d'accessibilité sur les infos d'accessibilité. Finalement, que ces infos étaient planquées, étaient demandées tout un travail d'enquête pour les trouver. Et en plus de ça, tu ne sais même pas si c'est des infos qui sont pertinentes, etc. Du coup, ce qu'on fait chez I Will Share, c'est vraiment ça. On est une sorte d'agrégateur d'informations, d'accessibilité. Donc notre travail, c'est de valoriser toutes les initiatives qui sont menées sur le terrain par des petites associations qui ont parfois pas de présence numérique et qui pourtant font des super initiatives. Donc on ramène toute cette matière, on crée des partenariats avec tous ces acteurs et on collecte cette matière, on la qualifie selon le type de handicap adressé par les actions, la couverture géographique et le besoin couvert. Et en fonction de ça, on répond à nos utilisateurs en temps réel, en fonction de qui ils sont, de où ils sont et de ce qu'ils ont envie de faire sur le moment. En gros, on leur propose d'être spontanés, de pouvoir se décharger mentalement d'un stress inhérent au fait que, effectivement, quand on change de territoire, du coup, il y a une perte de repères et il y a une charge de stress qui arrive. Et donc, là, ils peuvent s'appuyer sur Wilson, qui est donc le majordome des bons plans handicap, et qui est un chatbot qui leur répond en temps réel sur Facebook Messenger, bientôt sur le web, et on l'espère en septembre sur WhatsApp. Et vous pouvez essayer, je pense qu'il y a du wifi dans la salle. Audrey nous a montré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Audrey, pour aller voir en direct pour dire bonjour à Wilson? Alors, soit vous tapez, vous allez dans Messenger et vous tapez I Will Share dans la barre de recherche, comme si vous recherchiez un ami, dans la barre de recherche de contact. Et puis vous accédez en tête-à-tête à Wilson qui va vous proposer tous ses talents. On a même un générateur de blagues si vous avez envie de rigoler. Voilà. D'ailleurs, j'en ai une bonne. Je vous raconterai plus tard, peut-être. Et Audrey, à propos de data, ouais. Comment. Parce que du coup, toi, ton souhait, c'est vraiment qu'il y ait une mise en commun de tout ça, et Wilson sert à agréger. Et du coup, d'où viennent-elles? Qu'en fais-tu? Parce que c'est une question qui est sensible également, et c'est un point qui mérite quelques éclaircissements. Alors, il y a 2 types de data. Il y a les data personnelles des utilisateurs qu'on collecte. En fait, on s'en sert pour afficher, pour leur adresser une expérience utilisateur qui leur soit vraiment dédiée. Mais celles-là, on ne les garde pas en mémoire, on les anonymise. Elles sont sécurisées sur un serveur de santé. C'est très cadré, notamment par RGPD, ce qui est très bien. Et puis on affiche une transparence totale avec nos utilisateurs là-dessus. Et puis il y a les datas, celles qu'on obtient par les partenariats avec les différents acteurs sur le terrain. Et là, en fait, on a vraiment une démarche de mise en commun, c'est-à-dire qu'on les accompagne aussi dans une démarche d'open data. Il y a une super initiative internationale qui existe, qui s'appelle l'Accessibility Cloud. Donc c'est un cloud dédié aux données d'accessibilité. Et en fait, on accompagne chaque partenaire avec qui on collabore dans une démarche d'open data et d'ouverture de leurs données sur l'Accessibility Cloud, en leur disant, donc il y a 2 arguments, c'est à la fois, si vous voulez que vos données soient actualisées, ce qui est un enjeu majeur dans le domaine de l'accessibilité, puisque l'accessibilité c'est quelque chose qui bouge, ce n'est pas gravé dans le marbre. Et du coup, il faut qu'un maximum de regards se portent sur une information pour pouvoir la qualifier et qu'elle soit constamment actualisée. Donc ça, c'est un premier argument. Et le deuxième, c'est qu'on leur dit, en fait, il y a différentes licences pour ouvrir vos données. Et nous, on vous conseille la licence OBDL, qui en fait oblige l'acteur qui va réutiliser vos informations, vos datas, à citer la source. Donc à dire,
cette donnée provient de telle association, etc., tel acteur. Et donc ça participe finalement de la communication sur les actions menées. Voilà, donc c'est les deux arguments qu'on utilise pour essayer d'avoir cette mise en commun. Ouais. Merci Audrey, merci parce que en fait ça fait ma transition qui était qu'il faut une accessibilité physique. Enfin, j'en parlais, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit c'est le métro ou le bus ou le tram. Mais en fait, Jérémy m'a fort justement rappelé à l'ordre en me disant mais il peut pas, en fait, les outils numériques, il faut aussi qu'ils soient accessibles aux gens. Enfin, faire des outils pour rendre les territoires accessibles, ça sert à rien si eux-mêmes ne sont pas accessibles à tous les types de handicap. Et donc je te laisse la parole, Jérémy, sur cette question. Merci Flavie, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Donc effectivement, on a évoqué 12 millions de personnes et le handicap recouvre des réalités très différentes. Donc on a cité l'exemple des personnes en fauteuil, mais ce sont aussi les personnes qui voient mal, qui ne voient pas du tout, des personnes qui entendent mal, qui n'entendent pas du tout, des personnes qui comprennent avec difficulté ou qui vont mettre plus de temps à accéder aux informations, d'autres personnes qui vont avoir plusieurs de ces handicaps. Bref, on a donc une mosaïque assez impressionnante de situations très différentes. Et au moment où, effectivement, le numérique, c'est un peu tarte à la crème, je dis, mais le numérique prend un peu le dessus sur notre vie quotidienne, il y a un rendez-vous à ne pas manquer, c'est celui de l'accessibilité. À deux titres. Le premier, c'est que le numérique est un facteur incroyable d'accessibilité et d'autonomie pour les personnes qui ont un handicap. On a créé des choses complètement fabuleuses, je vais vous donner deux, trois autres exemples après, mais en même temps, si on n'y prend pas garde, ce numérique peut devenir un calvaire pour les personnes qui ont un handicap. Je vais prendre un exemple que je connais bien, celui des personnes sourdes ou malentendantes. Donc là, on parle de 5 millions environ de personnes. Vous voyez, quand on parle de handicap, ce n'est pas nécessairement des personnes qui disent « je suis une personne handicapée, j'ai une reconnaissance, le tampon sur ma carte, etc. » Le handicap, il est vécu par un peu tout le monde dans sa vie quotidienne ou au cours de sa vie. Les personnes sourdes, pendant des années, s'étaient mobilisées pour que les programmes de télévision soient accessibles. Donc, soient sous-titrés. Donc c'est une bagarre qui a pris 30 ans environ et qui a trouvé sa réponse dans une loi que vous connaissez peut-être, la loi de 2005, qui a fixé une obligation donc aux chaînes de télévision, les principales chaînes de télévision, pour qu'elles sous-titrent la totalité de leur programme. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous mettez TF1, M6, Canal ou toutes les chaînes de France Télévisions, tout est sous-titré. Bon, vous allez me dire, c'est génial, de quoi vous vous plaignez? Sauf que, quand on a pris cette décision, en 2005, c'était encore l'époque de la télé de papa dans le salon, où toute la famille était réunie pour regarder les nouvelles à 20h. Et voilà, et aujourd'hui, c'est complètement terminé. Quand on regarde la télé, on ne regarde plus la télé. On regarde sur son téléphone, sur son smartphone, sur sa tablette, on est en replay, on est en VOD, bref, on consomme la télé de façon totalement différente. Or, cette obligation d'accessibilité qui était prévue pour la télévision et qui est respectée, aujourd'hui, n'est pas du tout disponible sur les autres supports. Donc on a une incohérence assez hallucinante et on n'a pas fait attention et on est en train de recréer un fossé nouveau entre ceux qui accèdent à l'information en temps réel, comme on le fait tous, et ceux qui, une fois de plus, sont complètement largués et doivent attendre qu'on leur apporte d'autres solutions. Mais en même temps, le numérique fait des choses extraordinaires. Vous verrez